Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS. Cette semaine, nous allons revenir sur l'évolution des positions latino-américaines, parce qu'elles sont au pluriel, sur la guerre en Ukraine et sur, disons, un peu les conséquences que nous pouvons commencer à entrevoir de ce conflit d'envergure majeure au niveau international. Alors on va voir ça sur le plan d'abord économique et social pour ensuite aller vers le plus politique et géopolitique. Alors sur le plan économique, l'impact de la guerre d'invasion russe en Ukraine va avoir des conséquences indirectement, entre guillemets, en fait assez directement, sur l'ensemble des économies latino-américaines de manière différenciée selon les pays et de manière à la fois, bizarrement, positive pour certains aspects et négative pour d'autres aspects. Alors, dans la rubrique positive, eh bien, il est clair que le premier impact de cette guerre, en ce qu'elle produit des conséquences sur le plan énergétique et sur le plan alimentaire, va, entre guillemets, favoriser les pays qui sont producteurs énergétiques, en particulier d'hydrocarbures et de gaz, et c'est le cas de plusieurs pays latino-américains comme le Venezuela, bien sûr, comme le Brésil, comme l'Équateur et comme le Mexique, qui sont les 4 principales puissances pétrolières, par exemple, et gazières latino-américaines, et puis par extension alimentaire, le Brésil, bien sûr, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay, c'est les 4 principaux, mais aussi certains pays comme l'Équateur, là aussi, ou des pays centra-américains, et puis des pays qui sont également exportateurs de minerais en tout genre sur les marchés mondiaux. Je pense ici aux mêmes que je viens de citer, auxquels pourrait s'ajouter le Chili pour le cuivre ou la Colombie pour certains autres métaux, etc. Pour tous ces pays-là, eh bien, on peut dire qu'il y a plutôt une poussée vers la hausse en matière d'exportation sur les marchés mondiaux pour compenser en fait les pertes russes énergétiques et céréalières ukrainiennes qui peuvent être favorables aux producteurs et à ces secteurs économiques-là dans ces pays pour compenser, disons, l'arrêt des importations européennes et états-uniennes auprès de la Russie et de l'Ukraine. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Évidemment en volume, évidemment en valeur, puisque les prix de l'énergie vont s'envoler dans les mois qui viennent, que ce soit le pétrole ou encore le gaz. Et ça, c'est plutôt bon pour ces pays-là qui pourraient devenir, comme d'ailleurs l'a signalé la présidente de la Commission européenne, Madame van der Leyen, récemment, pourraient permettre aux latino-américains de devenir des fournisseurs plus avancés, en particulier de l'Europe, dans tous ces secteurs-là. Alors ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est que pour tous les autres pays latino-américains qui ne sont pas, à proprement parler, des exportateurs de pétrole ou de gaz, c'est pas une bonne nouvelle, puisque ces pays-là ne vont que subir finalement la contrepartie de ça, c'est-à-dire l'augmentation de l'inflation importée sur tous les produits que ces pays consomment, les produits alimentaires en particulier, les produits énergétiques, et eux vont prendre de plein fouet la poussée de l'inflation liée à ce conflit, mais également les pays dont j'ai parlé auparavant, qui sont, s'ils sont des exportateurs de matières premières et de pétrole brut, eh bien sont aussi dans le même temps des importateurs nets de céréales, de produits alimentaires, mais aussi d'essence, de combustible, parce qu'ils exportent la matière première, mais ils importent beaucoup de l'essence et du diesel qu'ils consomment chez eux. C'est une situation contradictoire, et donc tous ces pays-là vont d'un côté, peut-être pour certains, exporter mieux, mais de l'autre vont importer de plus en plus et de plus en plus cher, et pour eux c'est une mauvaise nouvelle dans une région qui sort, entre guillemets là aussi, de la pandémie dans le pire état économique possible, puisque les économies latino-américaines sont parmi les plus touchées du monde par l'après-crise sanitaire en matière de chômage qui augmente, d'informalité dans le travail qui est en train d'exploser et qui va certainement toucher 70 à 80% de tous les nouveaux postes de travail créés en Amérique latine le sont dans le secteur informel, c'est-à-dire sans contrat de travail en dehors du salariat et donc sans impôts pour les États accessoirement. Des pays qui sont touchés déjà par des poussées d'inflation très fortes. En Amérique latine, elles tournent autour de 10% en moyenne. L'Argentine est à plus de 50% à fin 2020 d'inflation, le Venezuela encore plus. Donc pour tous ces pays-là, ceci est une très mauvaise nouvelle. Alors, tout ça combiné va créer une situation compliquée sur le plan social. Même les pays qui vont profiter de l'exportation de leur pétrole, etc., vont aussi finalement
devoir utiliser l'argent qu'ils vont gagner par ces exportations dans les subventions qu'ils vont mettre sur l'essence, les combustibles, le diesel et les produits alimentaires de base qui vont eux augmenter par l'inflation apportée. Donc finalement, ce n'est pas forcément un bon calcul non plus pour eux. Bref, cette guerre en Ukraine va accroître les fragilités des économies latino-américaines en général, en tout cas pour les populations, même si certains secteurs et certains pays pétroliers et gaziers vont pouvoir peut-être tirer leur épingle du jeu, et d'ailleurs même pas à court terme, plutôt à moyen terme, parce qu'il faudrait que leur appareil de production pétrolier augmente, fasse l'objet d'investissements et de modernisation. C'est le cas du Brésil qui en 2026 pourrait produire environ 6 millions de barils par jour s'il y a des investissements conséquents, du Venezuela si son accord avec les États-Unis se confirme, qui pourra monter de 700 000 barils jour à peut-être 2 ou 3 millions, mais ça c'est pas avant au mieux la fin 2022-2023. Le million de barils pour l'Équateur s'il y a des investissements, et la réforme énergétique actuelle au Mexique va nous dire beaucoup de la suite de la capacité productive du Mexique, et là aussi rien n'est encore vraiment écrit, mais à moyen terme ils pourront avoir cet avantage avec toutes les limites que j'ai indiquées. Alors sur le plan social, vous êtes dans la région en Amérique latine la plus troublée, la plus sujet à des convulsions sociales. On en a vu depuis 2019 parce que pauvreté, inégalité sociale, inflation, chômage, informalité, réduction des dépenses des États dans les services publics a abouti dans ces sociétés à des craquements, à des dynamiques de contestation sociale très fortes qui pourraient tout à fait ressurgir de manière brutale dans les mois qui viennent dans la région du fait de tout ce que j'ai essayé d'exposer auparavant, et en particulier de la poussée, disons, des prix de l'alimentation et des produits de consommation courante. On a déjà vu ces dernières semaines des frémissements dans cette direction. On a vu que l'augmentation du prix des combustibles au Pérou a provoqué une partie des manifestations qu'on vient de voir contre le président Castillo. On a vu au Salvador aussi des choses. On a vu au Brésil des contestations toujours sur l'augmentation du prix de l'essence et du diesel. C'est souvent par là que ça commence. Et des pays qui courent après ça et qui essayent de mettre en place des mesures de subvention, de contrôle des prix pour éviter l'explosion sociale. Donc ça va être un gros défi dans les semaines et les mois qui viennent en Amérique latine, la possibilité qu'il y ait des heurts sociaux, peut-être même des convulsions et des formes d'insurrection sociale liées à la vie chère et la difficulté de vivre et de manger dans ces pays-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de très près. Sur le plan politique et géopolitique, quelles sont aujourd'hui l'actualité, en tout cas de l'Amérique latine par rapport à ce conflit? Là, c'est une confirmation de tout ce qu'on a vu depuis le début du conflit, le 24 février 2022. Sur le plan politique et géopolitique, eh bien, maintenant, quand on étudie les différents votes des pays latino-américains, que ce soit au sein de l'Organisation des États américains, l'OEA, dont le siège est à Washington et qui est l'organisation panaméricaine, comme on disait à l'époque, qui regroupe les États-Unis, le Canada et puis tous les pays d'Amérique latine, sauf Cuba qui a été suspendu en 1962 et le Venezuela qui a été suspendu, et en tout cas qui a un ambassadeur qui représente Juan Guaido et pas le gouvernement de M. Maduro. Eh bien, à l'OEA ou à l'ONU, dans le cadre des deux résolutions, en particulier des 2 et 24 mars, qui ont été votées à l'Assemblée générale des Nations Unies, on voit à peu près les mêmes tendances, même si les votes sont parfois pas tout à fait les mêmes entre les pays, mais on voit les mêmes tendances. Quelles sont ces tendances? Tous les pays latino-américains, aucun pays latino-américain plus exactement, n'a apporté sa voix explicitement en soutien à la Russie dans un quelconque vote que ce soit. Tous les pays latino-américains ont voté ou se sont abstenus à l'ONU dans les résolutions qui condamnent l'agression russe en Ukraine, condamnant l'utilisation de la force dans les différends internationaux, condamnant la violation des frontières et de leur intégrité, et également la souveraineté territoriale des nations. Donc les pays américains, ça l'ont fait, ont pu voter lorsqu'il s'agissait de demander le retrait immédiat des forces russes de l'Ukraine, mais aucun pays, en tout cas, ou se sont abstenus, dans les votes aux Nations Unies, mais aucun n'a apporté sa voix à la Russie. À l'OEA, on a quelque chose de similaire, puisque l'OEA a voté 2 fois, les 2 et 25 février, et là aussi, une résolution pour condamner l'invasion russe et l'exigence du retrait des troupes, et puis plus tard, le 25 février, une résolution qui condamnait la possibilité de crimes de guerre, en fait, en Ukraine. On voit toujours la même chose. La plupart des pays ont voté favorablement à ces résolutions. Certains se sont abstenus, les plus proches de la Russie. Je pense évidemment à Cuba, je pense
au Nicaragua, je pense à la Bolivie, je pense aussi au Venezuela qui, s'il n'a pas pris part dans les votes de l'ONU, de l'OEA, parce qu'à l'ONU il ne paye pas ses cotisations et à l'OEA il en est sorti, il a voté oui à l'OEA du fait de la présence d'un représentant de M. Juan Guaido, mais enfin ces pays-là considèrent que la responsabilité de l'OTAN est entière dans les conditions qui ont mené au conflit, condamnent la Russie, mais ne veulent pas prendre de sanctions contre Moscou, par exemple. C'est en fait le cas de beaucoup de pays latino-américains qui, s'ils peuvent condamner le principe de l'agression russe, ne prennent pas de position directement favorable à des sanctions. Alors il y a un petit cas à part qui est constitué de 3 pays qui sont les pays les plus proches des États-Unis sur le continent, c'est-à-dire la Colombie, le principal allié des États-Unis et le seul pays latino-américain qui est partenaire intégral de l'OTAN, non membre de l'OTAN. Il y a aussi l'Équateur et il y a aussi le Paraguay qui sont gouvernés à droite et l'Uruguay également gouverné au centre-droite qui sont les plus proches des États-Unis. Alors ces pays-là, en fait, ont voté favorablement dans les résolutions dont j'ai parlé à l'ONU et à l'OEA et sont allés plus loin que les autres en disant qu'ils étaient prêts à accompagnaient finalement les sanctions prises par les États-Unis et les Européens. La Colombie va même plus loin en disant qu'elle pourrait appuyer des sanctions si elles étaient prises dans le cadre de l'ONU ou de l'OEA, ce qui n'est pas le cas puisque les sanctions sont prises unilatéralement par les pays européens et les États-Unis, mais pas dans le cadre de l'ONU en tant que tel ou de l'EA en tant que tel, mais la Colombie se positionne plus vers les États-Unis que les autres, un suivi de l'Équateur et du Paraguay qui disent en gros, il y a des sanctions prises par les Américains et les Européens, nous sommes obligés de nous y adapter et nous les appliquons de fait puisqu'on ne peut plus exporter ce qu'on exportait aux Russes et donc pour l'instant notre commerce est suspendu à eux, mais ils ne prennent pas en tant que tels eux-mêmes des sanctions à l'instar de ce que font les États-Unis ou les Européens. Donc le gros des troupes, si je puis dire, en Amérique latine, c'est à la fois condamner, pas de prendre de sanctions contre Moscou, pour certains considérer que l'OTAN est responsable du conflit, mais sans pour autant soutenir la Russie ou donner sa voix, et pour d'autres qui sont plus proches des Américains, accompagner les sanctions sans en prendre eux-mêmes. Le reste est dans une position d'équilibrisme qui est plutôt une position de neutralité finalement. On condamne des principes mais on ne s'engage pas contre Moscou et c'est à lire bien sûr dans le cadre des positions des pays plus largement du sud de l'Afrique, de l'Asie qui sont globalement sur ces positions-là. C'est-à-dire condamner l'invasion russe, bien sûr, mais ne pas donner un chèque en blanc aux Européens et aux États-Unis et ne pas prendre des sanctions contre la Russie parce que finalement derrière tout ça, il y a le fait qu'on ne donne pas aux Américains et aux Européens un droit de décision unilatérale de sanctionner, voire de déconnecter un pays du fonctionnement de la mondialisation, du fonctionnement du système international comme ils le font à la Russie. Et tous les pays du Sud sont très très prudents là-dessus et les pays latino-américains aussi qui sont pris dans des systèmes d'alliance qui les bloquent un petit peu entre les États-Unis, leur principale puissance tutélaire historique, les Chinois qui sont leur deuxième partenaire commercial et avec lesquels ils ont les meilleures relations sur le plan économique et commercial, les Européens secondairement, et puis les Russes avec lesquels, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, certains ont des bonnes relations, au-delà des affinités politiques, au-delà de Cuba, de Nicaragua, du Venezuela ou de la Bolivie. Beaucoup de pays comme le Chili, qui n'est pas du tout idéologiquement proche de la Russie, a de très bonnes relations avec la Russie, ne serait-ce que parce que sur le plan vaccinal, les Russes, comme les Argentins, ont fourni beaucoup de vaccins pendant la période de crise haute aiguë de la crise pandémique de Covid-19. Donc les choses sont compliquées, les latino-américains prennent des positions de principe, mais les latino-américains, et c'est ma conclusion, surtout on l'aura compris, n'avancent pas unis, n'avancent pas de manière convergente sur ce conflit. Chacun prend ses positions bilatérales, on peut trouver des familles, on peut les identifier, mais ce qui doit être retenu aussi, c'est que l'Amérique latine ne parle pas du même voix sur le conflit ukrainien. Il n'y a pas eu de décision, de déclaration, par exemple, de la CELAC, qui est la communauté des États latino-américains caribéens, qui avait montré une capacité de réunification des voix latino-américaines à la fin 2021 sur la crise sanitaire, mais qui cette fois-ci ne s'est pas exprimée
s'exprimer en tant que tel, ni d'autres forums régionaux latino-américains à part l'OEA, mais qui est sous domination des États-Unis. On n'a pas vu de diplomatie convergente entre les trois principales puissances latino-américaines, qui sont le Brésil, l'Argentine et le Mexique, qui sont par ailleurs membres du G20, les trois. Pas de diplomatie commune, bien sûr, les divergences entre Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador, qui lui par contre allié avec Alberto Fernandez en Argentine, sont évidemment au cœur de cette divergence qui empêche un leadership ou une position commune entre les pays latino-américains. Et on voit donc, comme je disais, que ces pays sont un peu ballottés dans leur système d'alliance entre Washington, Pékin et Moscou, et que chacun essaye de trouver la meilleure position qu'il peut finalement au regard des grands défis économiques et sociaux qui sont devant eux, aussi au regard des échéances électorales qui arrivent dans certains pays, comme au Brésil, comme en Colombie fin mai, le 29 mai en Colombie, le début octobre pour le Brésil, et que c'est très compliqué pour ces pays-là en réalité de prendre des positions trop fortes. Ils essayent de s'accommoder avec cela, mais tout de même, et ce sera ma conclusion, encore une fois, en condamnant des principes d'invasion, des principes d'agression, de violation des frontières, ça oui, mais pour la plupart, en ne prenant pas de sanctions contre Moscou et en attendant de voir comment vont se déployer les événements dans les mois qui viennent et de voir s'ils pourront tirer parti, encore une fois, de ces questions énergétiques, alimentaires, etc. Mais en tout cas, l'Amérique latine, pour l'instant, montre une nouvelle fois qu'en tant que région, eh bien, elle est marginale dans les relations internationales et elle n'arrive pas à se constituer aujourd'hui en tant que voie ou pôle à peu près cohérent sur les grandes affaires qui traversent le monde. Alors on verra peut-être à la fin de l'année peut-être un autre visage latino-américain, à la faveur donc des élections dont je parlais, qui pourrait, si l'ancien président Lula l'emportait au Brésil et si Gustavo Petro l'emportait en Colombie, deux candidats de centre-gauche qui gagneraient dans ces pays-là, peut-être là trouver un alignement des planètes différent avec le Brésil de López Obrador, l'Argentine de M. Fernandez ou le Chili de M. Boric. Tout ça, ce sont des hypothèses, mais qui seront à suivre dans les mois qui viennent, peut-être pour que l'Amérique latine parle d'une voie différente ou plus unie à la fin de l'année 2022 sur les suites de cette guerre ukrainienne.